La grande salle du conseil flottait dans l'obscurité de l'espace, tournant lentement au-dessus de la lueur orangée de Proxima Centauri. À l'intérieur, des représentants de 43 espèces différentes siégeaient dans leurs zones respectives, discutant par l'intermédiaire d'interprètes des routes commerciales et des conflits miniers. C'était une journée comme les autres, du genre de celles qui se répétaient chaque semaine depuis 150 ans. L'ambassadrice Sarah Chen, assise dans la section humaine, les cheveux noirs simplement coiffés en arrière, écoutait attentivement le commandant de guerre Troc frapper son pupitre du poing griffu. Le catethérion reptilien était de nouveau furieux, ses écailles prenant une teinte rouge plus sombre. Le collectif Vrex n'a aucun droit sur ces astéroïdes. Il siffla, sa voix faisant grésiller le traducteur. Ce secteur appartient à l'Empire catharien, selon une loi ancestrale. De l'autre côté de la salle, le diplomate Vex Jara pulsait d'une froide lumière bleue. La voix de l'être cristallin parvint, calme et posée. Loi ancestrale écrite par Catharia pour Catharia. Le Conseil nous a accordé l'accès conjoint il y a 3 cycles. Nous n'avons rien fait de mal. Veltro, le premier conseiller, l'archonte insectoïde qui dirigeait l'assemblée, claqua des mandibules, visiblement frustré. Ses yeux composés balayèrent la pièce, cherchant une solution. Ils se posèrent sur Sarah Chen. Peut-être que le déclic se produisit. Notre ambassadeur humain pourrait nous éclairer. La Terre a fait preuve d'une grande sagesse en ces matières. Sarah se redressa avec aisance et esquissa une légère révérence. Merci, Conseil premier. Je crois que les deux parties ont des préoccupations légitimes. L'Empire catharine a des liens historiques avec cette région, certes, mais le collectif Verex y a investi des ressources considérables, avec l'approbation du Conseil. Peut-être qu'une exploitation minière partagée, avec des profits à la clé, satisferait les deux parties. Le commandant Troc renifla. Les humains, toujours à faire des compromis, toujours à chercher la facilité. La paix n'est pas une solution de facilité, commandant, répondit Sarah avec un doux sourire. Elle exige simplement plus de créativité que la guerre. Plusieurs membres du Conseil approuvèrent d'un signe de tête. Les Delphiniens sifflèrent doucement. La délégation des archontes tapota du pied en signe d'acquiescement. Les humains étaient ainsi depuis leur entrée au Conseil, 150 ans auparavant. Toujours diplomates, toujours calmes, toujours à l'écoute du compromis. Votre espèce est un exemple pour nous tous, dit Veltro chaleureusement. Si seulement les autres faisaient preuve d'une telle retenue. La séance se poursuivit pendant 1 heure, permettant de régler les petits différends et de finaliser les accords commerciaux. Sarah participa lorsqu'on la lui demandait. Toujours raisonnable, toujours mesurée. Elle excellait dans son travail, tout comme les 30 ambassadeurs humains qui l'avaient précédée. Alors que le conseil s'apprêtait à lever la séance, un archonte se précipita dans la salle. Les antennes du jeune insectoïde vibraient d'inquiétude. Il murmura quelque chose à Veltros, qui se leva aussitôt. « Nous avons reçu une transmission urgente », annonça le premier conseil. Un vaisseau cargo humain, le Bright Hope, a été détruit dans la zone neutre, près du secteur contesté. Les 200 membres d'équipage ont péri. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers Sarah Chen. On attendait de voir comment l'humanité réagirait face à cette tragédie. Le visage de Sarah pâlit. Elle serra le bord de son pupitre, ses jointures blanchissant. Pendant un long moment, elle resta silencieuse. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était faible. Comment le vaisseau a-t-il été détruit? Par des personnes inconnues, rapporta l'équipe de secours. La dernière transmission du vaisseau signalait des tirs d'armes provenant d'une source non identifiée. Sarah ferma les yeux et prit une lente inspiration. Lorsqu'elle les rouvrit, son expression était calme, bien qu'une lueur indéfinissable ait traversé son regard. « J'exige une enquête immédiate », déclara-t-elle fermement. « Je demande à toutes les parties présentes dans la zone contestée de retirer leurs vaisseaux militaires jusqu'à ce que nous comprenions ce qui s'est passé. » Il s'agissait d'un vaisseau civil. Les transporteurs de marchandises et les mineurs ne devraient pas être pris pour cible dans un conflit. « Très raisonnable », approuva Jara.
Le collectif Vex accepte de se retirer. Le commandant de guerre Troc gronda. L'Empire Catharine n'a rien à voir avec cela, mais nous coopérerons à l'enquête. Merci, dit Sarah. Elle regarda Veltros. Conseil premier, je dois informer la Terre immédiatement. Nous avons perdu 200 citoyens. Bien sûr, ambassadrice, vous avez le soutien total de ce conseil. Nous trouverons le ou les responsables. Sarah rassembla ses affaires et quitta la salle. Elle parcourut les couloirs sinueux de la station, ses pas résonnant sur le sol métallique. D'autres diplomates qu'elle croisa lui adressèrent des gestes de compassion. Un delphinien lui effleura l'épaule d'un tentacule. Un archonte inclina la tête en signe de respect pour sa perte. Elle parvint à ses appartements privés avant que le masque ne glisse. Sarah s'assit à son bureau et enfouit son visage dans ses mains. 200 personnes, 200 êtres humains qui ne reverraient jamais la terre, leurs familles, ne sentiraient pas plus jamais la pluie, ni ne respireraient en l'air pur. Mais elle ne pouvait pas pleurer. Pas encore. Elle avait une mission à accomplir. Sarah activa sa console de communication et envoya un message codé vers la Terre. Le message était simple. Espoir perdu. 200 âmes. Enquête en cours. Maintien d'une posture diplomatique. La réponse arriva en moins de 5 minutes. 3 mots seulement. Protocole 7. Accusé de réception. Sarah fixa ces mots longuement. Elle coupa la communication et se leva. Elle rajusta sa veste et vérifia son reflet dans le miroir. Son visage était redevenu calme, professionnel. Personne ne se douterait de la douleur qui la rongeait. Personne ne saurait ce que signifiait le protocole 7. De retour dans la salle du conseil, Beltro resta assis seul après le départ des autres. Il était troublé par ce qu'il avait vu dans les yeux de l'ambassadrice Chen. Ce n'était pas de la colère à proprement parler. Ce n'était même pas du chagrin. C'était assurément là aussi. C'était autre chose. Quelque chose qui lui rappelait de vieux dossiers qu'il avait consultés il y a longtemps, à l'époque où il était jeune analyste. Des dossiers sur la Terre d'avant le premier contact. Des dossiers qui l'avaient tellement perturbé qu'il n'y pensait presque plus. Son assistant personnel, un jeune archonte nommé Crix, entra dans la salle pour récupérer des tablettes de données. « Crix, dit Veltro lentement, as-tu accès au dossier d'observation pré-contrôlé ?»« Oui, conseil premier. »« De quelle espèce ?»« Humaine. Je souhaite consulter les évaluations militaires de la période d'observation de 50 ans. » L'antenne de Crix frémit de curiosité. C'est une demande inhabituelle. Ces dossiers sont très anciens. Y a-t-il lieu de s'inquiéter? Beltro repensa au regard de Sarah Chen, à son calme, à cette attitude immuable de tous les ambassadeurs humains depuis 150 ans. Pacifique, diplomatique, raisonnable. Peut-être pas, finit par dire Beltro. Mais examinez-les tout de même. Je veux un résumé sur mon bureau demain. À vos ordres, premier conseil. Crix partit et Veltro resta assis dans la pièce vide, contemplant les étoiles à travers les grandes fenêtres. Quelque part là-bas, les débris de l'espoir radieux dérivaient dans l'obscurité. Ailleurs, l'humanité apprenait la mort de ses semblables. Le premier conseil se demandait ce que l'humanité pensait, ce qu'elle ressentait, et pourquoi, après 150 ans de paix parfaite, il éprouvait soudain un malaise. Il se souvint de quelque chose dans ses vieux dossiers, une expression humaine que les observateurs avaient relevée dans leurs rapports. Les humains l'employaient fréquemment dans leur divertissement, leur littérature et leur communication militaire. Parlez doucement et portez un gros bâton. Les observateurs n'avaient jamais déterminé la nature de ce bâton. Après le premier contact, face à la nature pacifique et coopérative des humains, tous supposèrent que ce bâton n'existait pas, qu'il s'agissait simplement d'une posture primitive héritée d'une époque moins éclairée. Mais en observant le regard de Sarah Chen, aujourd'hui, Beltro se demanda s'il s'était trompé. Il se demanda si le piège n'avait pas été là depuis le début, et si l'humanité avait simplement choisi de le dissimuler. 2 semaines passèrent, et 3 autres vaisseaux humains disparurent. À chaque fois, le scénario était identique.
des vaisseaux traversant l'espace neutre, des transmissions de détresse interrompues, aucune épave retrouvée. À chaque fois, l'ambassadrice Sarah Ratchen se présentait devant le Conseil et demandait patience, enquête et résolution pacifique. Nous avons confiance en l'engagement du Conseil envers la justice, déclara-t-elle après la 3e disparition. La Terre n'agira pas de manière précipitée. Nous croyons en la procédure. Les autres espèces louèrent à la retenue de l'humanité. Les delphiniens la qualifièrent d'infiniment éclairée. Le collectif Vrex constata que les humains avaient évolué au-delà de la violence primitive. Même le commandant de guerre Troc, dont l'espèce avait déjà perdu des vaisseaux à cause de la piraterie, admit un respect teinté de réticence. Si les vaisseaux cathares avaient été détruits, grogna-t-il, nous aurions déjà réduit des secteurs entiers en cendres. Les humains sont soit très sages, soit très faibles. Sarah se contenta de sourire, son sourire diplomatique, sans rien dire. Mais elle formula une requête qui semblait tout à fait innocente. Conseiller principal Velt, je souhaiterais avoir accès aux bases de données d'histoire militaire du Conseil. La Terre souhaite étudier comment d'autres espèces ont géré des situations similaires par le passé. Nous pourrions peut-être tirer des leçons de votre expérience. Veltro accéda immédiatement à sa demande. Les fichiers étaient des ressources pédagogiques, accessibles à toutes les espèces membres. Cela ne semblait pas poser de problème. Ce qu'il ignorait, c'est que Sarah passait toutes ses nuits dans ses bases de données à consulter des fichiers très spécifiques. Elle y recherchait des informations sur les capacités des armes, les mouvements de flotte, les temps de réaction et les protocoles de défense. Elle prenait des notes minutieuses. Chaque soir, elle envoyait des rapports codés sur Terre, chacun se terminant par la même phrase, conservant ainsi une posture diplomatique. Dans son bureau, le jeune Krix menait des recherches d'un tout autre ordre. La tâche que Veltro lui avait confiée 2 semaines auparavant semblait simple. Examiner les dossiers d'observation de l'humanité avant le conflit et en rédiger un résumé. Mais plus Krix lisait, plus il était perplexe. Ces dossiers étaient étranges. Ils ont montré une espèce en proie à des conflits incessants, qui avait conçu des armes suffisamment puissantes pour anéantir sa propre planète à plusieurs reprises. Les observateurs avaient vu l'humanité frôler l'autodestruction à maintes reprises. Armes nucléaires, guerre, biologique, effondrement environnemental, évité de justesse. Mais alors, environ 70 ans avant le premier contact, quelque chose a changé. Les transmissions militaires s'interrompirent. Les communications terrestres devinrent soigneusement contrôlées. Découvertes scientifiques, échanges culturels, discussions philosophiques. Les observateurs constatèrent ce changement sans pouvoir l'expliquer. Un analyste principal écrivit « Il est recommandé de ne pas s'engager. Certaines espèces pourraient dissimuler délibérément leurs capacités militaires. On ignore s'ils ont détecté notre observation. Il est conseillé de se limiter à l'observation jusqu'à nouvel ordre. » Cette recommandation, classée secret défense, niveau 9, a apparemment été oubliée. Lorsque le premier contact eut finalement lieu, 50 ans plus tard, l'humanité se montra pacifique, coopérative et désireuse de rejoindre la communauté galactique. La sérénité régnait. Les anciens avertissements furent classés et ignorés. Krix poursuivit sa lecture. Il découvrit des analyses tactiques de la doctrine militaire humaine datant de l'ère préconquête. Les observateurs avaient été à la fois impressionnés et troublés par la guerre. Les humains ne se contentaient pas de se battre. Ils étudiaient l'art de la guerre comme une science. Leurs armées étaient plus anciennes que certaines civilisations entières. Ils écrivaient des livres sur la guerre, créaient des jeux de guerre, racontaient des histoires de guerre. Puis ils cessèrent tout simplement d'en parler. L'antenne de Crick trembla sous l'effet d'une pensée terrible. Et si les humains n'avaient pas cessé? Et s'ils avaient simplement arrêté de diffuser ces informations? Il recoupa les dates. La Terre avait cessé d'émettre des contenus militaires 70 ans avant le premier contact. Mais la première sonde d'observation du Conseil était entrée dans le système terrestre exactement 71 ans avant le premier contact. Il l'avait détectée.
Forcément. Et puis, ils avaient dissimulé tout ce qui aurait pu inquiéter le Conseil. Krix devait en parler à quelqu'un. Il rassembla ses dossiers et se précipita au bureau de Veltros, manquant de peu de percuter un diplomate delphinien dans le couloir. « Conseil premier !» Krix fit irruption dans le bureau sans prévenir. « Les humains, nous nous sommes trompés à leur sujet. » Veltro leva les yeux de son travail, ses mandibules claquant d'irritation face à l'interruption. « Expliquez-vous, Krix, les dossiers d'observation, ceux que vous m'avez demandé d'examiner. Les humains du Conseil premier savaient que nous les surveillions. Ils ont détecté nos sondes et dissimulé leurs capacités militaires. Tout ce que nous avons vu avant le premier contact a été soigneusement sélectionné. Ils voulaient nous faire croire qu'ils étaient pacifiques. C'est une accusation grave, dit Veltro lentement. Avez-vous des preuves? Crick étala ses tablettes sur le bureau de Veltro. Regardez la chronologie. Regardez les schémas de transmission. Ils ont cessé toute diffusion militaire précisément au moment où notre sonde est arrivée. Et regardez ces analyses. Les observateurs déconseillèrent tout contact. Ils affirmèrent que les humains étaient dangereux. Beltros examina attentivement les dossiers. Ses yeux composés scrutèrent chaque détail, chaque note de bas de page, chaque avertissement écrit puis dissimulé. Plus il lisait, plus il était troublé. « Pourquoi ont-ils fait ça ?» demanda Beltros à voix basse. « Pourquoi dissimuler leurs forces et feindre la paix ?»« Peut-être, » répondit Crick avec hésitation. « Ils sont réellement pacifiques. » Mais c'était un choix. Ce n'était pas dans leur nature. C'était une décision qu'ils pouvaient revenir en arrière. Veltro termina la phrase. Ils restèrent assis en silence, songeant aux implications. 150 ans de diplomatie humaine paraissaient soudain bien différents. Chaque compromis, chaque solution pacifique, chaque réaction calme. Si seulement ces choix avaient été faits avec force et non avec faiblesse. Une alarme retentit sur la console, urgente. Un vaisseau de colonisation humaine a été attaqué. 3000 civils à bord. Vaisseau immobilisé mais non détruit. Attaquants identifiés comme des pillards cathares. Des survivants non autorisés par le gouvernement cathare envoient des signaux de détresse. « Faites venir l'ambassadeur Chen immédiatement », ordonna Veltro. Pendant l'attente, un autre message parvint. Cette fois, il provenait des services de renseignement du Conseil. Plusieurs vaisseaux humains se dirigeaient vers le lieu de l'attaque. La composition de la flotte était inconnue. Des transpondeurs militaires humains étaient activés pour la première fois dans l'histoire. L'antenne de Crick s'affaissa sous l'effet de l'appréhension. « Conseil premier, qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie, dit Beltro d'une voix calme, que nous allons découvrir ce que les humains ont caché. » Sarah Chan arriva quelques minutes plus tard. Elle entra dans le bureau avec la même expression sereine qu'à l'ordinaire, mais elle pouvait désormais l'apercevoir. Le contrôle qui se cachait derrière ce calme, le choix de la paix. « Vous m'avez convoqué, Conseil premier. Ambassadrice, nous avons reçu des informations faisant état d'une attaque contre un vaisseau de colonisation humaine. 3000 de vos hommes. Vos hommes ont péri. Nous préparons une riposte du Conseil. Ce ne sera pas nécessaire, » interrompit doucement Sarah. « La Terre gère la situation, elle la gère. Ambassadrice, avec tout mon respect, l'humanité ne dispose pas d'une présence militaire significative dans ce secteur. »« Conseil premier, » dit Sarah, d'une voix toujours douce et diplomatique. Mais il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qui fit naître chez Veltro un profond malaise. « Nous devons avoir une conversation franche. Puis-je m'asseoir ?» Veltros désigna une chaise. Sarah s'assit, croisa les mains sur ses genoux et le regarda de ses yeux calmes et posés. « Nous pensions que vous le saviez, » commença-t-elle. « Lors de votre premier contact, vous avez fait preuve d'une telle prudence. Vos vaisseaux ont gardé leur distance. Vos diplomates étaient de si polis, si circonspects. Nous avons supposé que vous connaissiez nos capacités et que vous les respectiez. Nous étions prudents car vous nous étiez inconnus.
Belt dit « Non », répondit Sarah d'une voix douce. « Vous étiez prudent parce que vous nous observiez depuis 50 ans et que vous aviez peur. Nous avons vu votre sonde, nous les avons toutes vues, et nous avons compris que c'était nous qui faisions peur. Alors, nous avons fait un choix, le choix de jouer le jeu, de ne vous montrer que ce qui ne vous effrayerait pas, de prouver que nous pouvions être de bons voisins. » Sarah se pencha légèrement en avant. « Et nous l'avons été, Conseil suprême. Pendant 150 ans, nous avons été les meilleurs voisins possibles. Nous avons respecté chaque mot de chaque traité de paix. Nous croyons en tout ce que nous avons construit ici, mais interpellés. Mais vous avez violé les règles d'engagement, dit Sarah. Et maintenant, sa voix était empreinte de fermeté. Vous, pas vous personnellement, mais des groupes au sein du Conseil, ont tué nos civils à plusieurs reprises. 3000 personnes sur ce vaisseau colonial, Conseil premier, des familles, des enfants. Ambassadeur Chen, le gouvernement qatarien a désavoué. Je le sais, et notre réponse sera sans équivoque. Nous ne sommes pas des monstres, Conseil premier. Nous ne punissons pas les innocents. Sarah se leva. Mais ceux qui ont fait ça devront en répondre, et chacun verra que l'humanité a des dents, qu'elle en a toujours eu. Nous avons simplement choisi de ne pas le leur montrer. Ambassadrice, veuillez laisser le Conseil gérer cette affaire. Si l'humanité agit unilatéralement, nous le faisons déjà, répondit Sarah. Elle consulta son appareil de communication. Nos flottes devraient arriver en ce moment, même au point stratégique de la galaxie. Des alarmes retentirent dans toute la station. La console de Beltros s'illumina, affichant des rapports. La voix de son assistant, paniqué, parvint à destination. Conseil premier. Distorsion spatiale multiple détectée. Vaisseaux inconnus sortant de l'hyperespace à 47 endroits différents. Flotte massive. Là, leurs vaisseaux humains. Conseil premier. Des dizaines. D'où viennent-ils? Sarah s'approcha du hublot. Au loin, une flotte de vaisseaux humains émergea de la superluminicité. Immenses, leurs coques hérissées d'armes jamais répertoriées auprès du Conseil, ils se déplaçaient avec une coordination parfaite, prenant position autour de la station. Nous étions en exercice, et dit Sarah d'une voix douce. Pendant des décennies, elle avait observé les vaisseaux de son peuple, s'entraînant, s'exerçant, espérant ne jamais avoir à redevenir ce qu'ils étaient. Elle se tourna vers lui. Nous réglerons le problème dans ce secteur. Nous ferions partie des pillards catholiques qui se croyaient un malin. Ils avaient neutralisé le vaisseau colonial humain et s'étaient non positionnés, attendant de réclamer une rançon. 3000 civils faisaient d'excellents otages. Les pillards envoyèrent des messages menaçants, montrant des armes pointées vers le vaisseau sans défense. Ce qu'ils n'avaient pas vu, c'étaient les petits satellites qui dérivaient près de l'avant-poste minier humain du secteur voisin. Ces satellites ressemblaient à des équipements de navigation standards, du genre de ceux utilisés par toutes les espèces pour marquer leurs concessions minières. Ils étaient là depuis des années. Plus personne n'y prêtait attention. Le commandant Trock observait la situation depuis son vaisseau amiral, furieux que des pillards non autorisés de sa propre espèce aient semé le chaos. Il s'apprêtait à formuler une réponse officielle lorsque son officier des capteurs émit un son confus. « Commandant, les satellites près de l'avant-poste minier 7 s'activent. »« Quels satellites ?»« Les satellites de navigation humains. Ils se déplacent et leur signature énergétique est anormalement élevée. » Throck consulta les données des capteurs. Les 6 petits satellites s'étaient bel et bien activés. Ils tournaient sur eux-mêmes, ajustaient à leur position et chargeaient un système de condensateur. Son ordinateur tactique effectua une analyse et afficha un résultat glaçant. « Ce ne sont pas des satellites de navigation », murmura son officier d'armement. « Ce sont des plateformes de ciblage », répondirent les satellites. 6 faisceaux d'énergie cohérente fendèrent à l'espace, atteignant les vaisseaux ennemis en quelques secondes. Ces faisceaux ne se contentèrent pas de les frapper, ils les transpercèrent. Les boucliers,
censés résister à tout tir autre que celui d'un canon de cuirassé, vacillèrent puis cédèrent. Les brèches conçues pour encaisser des combats soutenus avaient tout simplement disparu. 4,3 secondes. Il a fallu 6 petits satellites pour anéantir un groupe de combat qatarien entier. 15 vaisseaux, 3000 pillards, réduits en miettes. Les otages du vaisseau colonial étaient sains et saufs. Les pillards n'avaient pas eu l'occasion de leur faire du mal. Trok contemplait l'espace vide laissé par les vaisseaux pillards. Son officier tactique émettait des cliquetis inquiétants. Son chargé de communication était complètement immobilisé, paralysé par le choc. « Appelez-moi le conseil », dit Trok d'une voix calme. « Appelez-moi le conseil immédiatement. » La session d'urgence se réunit plus rapidement que jamais dans l'histoire du Psarnis Deodaha. Conseil. Les représentants arrivèrent dans divers états de choc, de confusion et de peur. La salle bruissait de conversations paniquées dans 43 langues différentes. Beltro réclama le silence, ses mandibules claquant sèchement contre son pupitre. Nous avons tous vu les rapports. Des plateformes d'armes humaines ont détruit des pillards cathares non autorisés. Le commandant de guerre Trok a demandé la tenue de cette session pour examiner la situation. Trok se leva et prit la parole pour la première fois de sa carrière au Conseil. Il semblait incertain. Je tiens à affirmer formellement que l'Empire catharine n'a pas autorisé ces pillards. Ils ont agi en violation de nos lois, en notre honneur. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. La question, lança Jara d'une voix pulsante, le corps cristallin du diplomate Vex, vacillant d'une lueur orange agitée, est « D'où proviennent ces armes humaines ?» Ces satellites étaient enregistrés comme équipement de navigation. « Ils sont là depuis 6 ans, peut-être », suggéra un représentant delphinien. « Nous devrions interroger directement les humains. » Tous les regards se tournèrent vers l'entrée de la salle lorsque Sarah Chen y pénétra. Elle était exactement comme toujours, professionnelle, calme, et semblait légèrement désolée pour tout désagrément. Elle prit place à l'estrade réservée aux humains et attendit patiemment que le calme revienne. « Ambassadrice Chen », commença Belt avec précaution. « Le Conseil exige des explications. Ces armes n'étaient pas enregistrées. Elles étaient dissimulées sous l'appellation de matériel civil. Il s'agit d'une violation du règlement du Conseil. » « Avec tout mon respect, monsieur le premier conseiller, » répondit Sarah. « Nous n'avons jamais prétendu qu'il s'agissait de matériel civil. Nous les avons enregistrés comme satellites, ce qu'elles sont. Nous n'avons tout simplement pas précisé de quel type de satellite il s'agissait. Personne ne l'a demandé. » « Mais vous nous avez laissé croire et nous vous avons laissé supposer, » corrigea doucement Sarah. « Il y a une différence. Nous n'avons jamais menti au Conseil. Nous avons simplement omis de divulguer des informations susceptibles d'inquiéter tout le monde. » Un jeune délégué archonte se leva. « Combien de ces plateformes d'armement possédez-vous » Sarah marqua une pause, semblant réfléchir à sa réponse. « Toutes. » « Toutes quoi ?»« Toutes nos stations, nos avant-postes miniers, nos centres de recherche, nos relais de communication, nos pointes de transfert de fret. Chaque installation construite par l'humanité hors de la Terre possède des capacités de défense. » Sarah balaya la pièce du regard. « On pensait que vous le saviez. On pensait que c'était évident. Pourquoi construirions-nous des structures sans défense dans l'espace ? Parce que c'est ce qu'exige la réglementation. » Le voyant de Jara clignota. Rouge vif. « Les stations civiles doivent rester civiles. Nos stations sont civiles, » expliqua Sarah patiemment. « Elles sont gérées par des civils. Elles servent des objectifs civils. Il se trouve qu'elles sont aussi capables de se défendre. » La Terre privilégie une conception pratique. Le commandant Trok surprit tout le monde en riant. Un rire rauque et rauque. « Je comprends maintenant. Les humains ne sont pas pacifiques. Ils sont polis. Il y a une différence cruciale. Nous sommes pacifiques, insista Sarah. Nous préférons sincèrement la paix, mais nous ne sommes pas impuissants. Nous ne l'avons jamais été. » Beltros sentit le poids du commandement peser sur ses épaules. « Ambassadeur Chen,
Le conseil doit être au courant. Que nous avez-vous caché d'autre? Sarah prit une profonde inspiration. Premier conseil, avec tout mon respect, puis-je partager mon écran? Veltros l'autorisa, et les données de Sarah s'affichèrent sur l'écran principal. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle, tandis que les informations défilaient. Chaque vaisseau cargo humain dissimulait des armes, non pas des armes défensives, mais de véritables systèmes offensifs militaires. Les conteneurs pouvaient s'ouvrir pour révéler des batteries de missiles et des armes à faisceau. Chaque station civile humaine disposait d'une puissance de feu suffisante pour repousser une flotte de combat complète. Le matériel minier pouvait être reconverti en canon à plasma. Les panneaux solaires pouvaient être focalisés en réseau laser. Les vaisseaux coloniaux humains n'étaient pas de simples transports. C'étaient des forteresses mobiles capables de se déployer, d'établir une tête de pont et de tenir un territoire face à une opposition militaire significative. Et la flotte? La flotte. 40 septflottes, murmura Sarah, tandis que les données s'affichaient. Chacune d'elles était d'une taille comparable à la marine entière de l'Empire cathare. Ils s'entraînent dans l'espace lointain depuis des décennies. Des équipes se relaient, le niveau de préparation est maintenu, dans l'espoir de ne jamais avoir à intervenir. C'est impossible. JAR publiait chaque semaine des informations sur les ressources nécessaires, la capacité industrielle. La Terre est très industrieuse, dit simplement Sarah. Nous ne vous avons pas montré nos industries militaires. Nous vous avons montré notre art, notre culture, notre science. Les belles choses, celles qui ne vous feraient-elles pas peur? Une petite voix s'éleva de la section delphinienne. Pourquoi? Pourquoi cacher tout cela? Pourquoi ne pas simplement nous le dire? L'expression de Sarah s'adoucit. Parce que nous avons vu votre sonde, la première, 70 ans avant le premier contact. Elle tremblait. Saviez-vous que les propulseurs de maintien de position de votre système d'observation fonctionnaient de manière erratique parce que son opérateur était nerveux? Vous nous regardiez nous autodétruire avec des armes capables à peine de fendre une lune et vous étiez terrifiés. Elle parcourut la salle du regard, croisant celui des représentants de dizaines de mondes. Alors, nous nous sommes regardés à travers vos yeux, et nous avons réalisé que nous étions les monstres de cette histoire. Nous étions l'espèce effrayante. Et nous avons fait un choix. Et si nous n'avions pas eu à l'être, nous avons passé 50 ans à nous améliorer avant le premier contact. Nous ne sommes pas devenus moins compétents. Nous sommes devenus plus prudents, plus attentionnés. Nous avons appris à dissimuler les armes et à privilégier la poésie. Et quand vous êtes enfin venus nous parler, vous étiez toujours aussi prudents, si diplomates, si visiblement soulagés que nous ne soyons pas aussi mauvais que vous le craigniez. Sarah sourit tristement. Nous pensions avoir bien fait. Nous pensions avoir fait nos preuves. Nous pensions que vous aviez compris que nous avions des dents, mais que vous aviez choisi de ne pas mordre. Au lieu de cela, vous avez pensé que nous n'en avions jamais eu. Beltros ressentit un mélange d'admiration et d'horreur. 150 ans. Vous avez entretenu cette tromperie pendant 150 ans. Ce n'était pas de la tromperie, affirma Sarah avec conviction. Chaque objet que nous avons créé était sincère. Chaque traité que nous avons signé, nous l'avons respecté. Chaque amitié que nous avons nouée, nous l'avons chérie. Tout cela était réel. La seule tromperie a été de vous laisser croire que nous ne pouvions être autrement. Et maintenant? Demanda Troc. Le visage de Sarah se durcit légèrement. Maintenant, on a violé les règles d'engagement. On a tué des civils, ça change la donne. Les pillards ont été anéantis, fit remarquer Jara. Les pillards, oui, mais le problème de fond demeure. Quelqu'un a cru pouvoir attaquer des civils en toute impunité. Quelqu'un nous a pris pour des cibles faciles. La voix de Sarah était calme, mais empreinte de détermination. Il faut dissiper ce malentendu une fois pour toutes. Que comptez-vous faire? Demanda Veltros, redoutant la réponse. Ce que nous aurions dû faire dès le début.
vous révélez notre véritable nature, toute notre vérité. La paix et la puissance, la bienveillance et la force. L'image de Sarah changea, révélant les positions des flottes à travers la galaxie. Ces 47 flottes sont actuellement positionnées à des points stratégiques. Elles n'attaquent personne, elles ne menacent personne. Elles sont simplement visibles. Plus question de se cacher. Cela va semer la panique, dit Veltro. Probablement, admit Sarah. Mais c'est nécessaire. Le Conseil doit comprendre ce que signifie réellement la paix avec l'humanité. Cela signifie que vous avez des voisins capables de réduire la galaxie en cendres, mais qui préfèrent cultiver des jardins. Cela signifie que vous avez des alliés capables d'anéantir toute menace, mais qui préfèrent négocier avec eux. Cela signifie que vous êtes en sécurité. Plus en sécurité que jamais. En sécurité s'exclama un délégué delphinien. Vous? Le commandant de guerre Troc avait été soldat toute sa vie. Il avait combattu dans 12 grandes campagnes et d'innombrables conflits mineurs. Il comprenait la guerre comme un poisson comprend l'eau. C'était son milieu naturel. Il savait comment se déroulaient les batailles, comment les stratégies se développaient, comment les armées se déplaçaient, en observant les hommes à l'œuvre. Il réalisa qu'il ne savait absolument rien. L'Empire cathare était confronté à des pillards illégaux qui ternissaient son nom. Et voilà que les forces armées humaines mobilisèrent pendant leur flotte. Non pas pour combattre, Troc n'était pas assez naïf pour cela, mais pour contenir la situation, pour montrer qu'elle la gérait de l'intérieur. Les humains détruisirent 60% de ces flottes en 72 heures. Ils ne procédèrent pas comme l'auraient fait les espèces du Conseil. Il n'y eut ni grande bataille, ni affrontement glorieux. Les vaisseaux humains apparaissaient soudainement, étaient frappés avec une précision dévastatrice, puis disparaissaient avant que les forces cathares ne puissent réagir. Ils ciblaient les vaisseaux de commandement, les lignes de ravitaillement et les relais de communication. Ils ne détruisaient pas les vaisseaux, ils les neutralisaient. Armement hors service, moteurs désactivés, système de survie intact. C'était chirurgical, clinique et absolument terrifiant. « Ils ne nous combattent pas », dit l'officier tactique de Troc en analysant les schémas. « Ils nous démantèlent. » « Quelle différence ?» grogna Troc. « Un combat, c'est des échanges. Attaque et contre-attaque. Là, c'est différent. Ils démantèlent notre flotte comme un jouet d'enfant. » Pièce par pièce, Troc suivit les mises à jour de l'écran tactique. Un convoi de ravitaillement catharien venait d'être intercepté. Pas détruit, juste immobilisé. Les vaisseaux humains avaient neutralisé le moteur supraluminique de chaque appareil d'un seul tir précis, puis s'étaient éloignés. Le convoi était bloqué, mais sain et sauf, ses équipages indemnes. « Ils auraient pu les tuer », dit Troc d'une voix calme. À chaque engagement, ils auraient pu tous les tuer. Ils ont choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prouver quelque chose. Ils veulent nous faire comprendre qu'ils pourraient en finir en 1 heure s'ils le voulaient. Ils font preuve de clémence, et d'une certaine manière, c'est plus terrifiant que s'ils nous anéantissaient. Une demande de communication est arrivée. Troc a failli rire. C'étaient les humains qui demandaient un canal diplomatique. Il réprimait systématiquement la riposte militaire de son empire. Et pourtant, il souhaitait dialoguer. Il accepta l'appel. Une amirale humaine apparut à l'écran. Une femme d'un certain âge, aux cheveux gris et au regard perçant. Elle salua. « Commandant Troc, je suis l'amiral Lou de la flotte de défense humaine. Je vous contacte pour vous proposer des conditions. » Des conditions ? Vous n'avez pas cessé de nous tirer dessus et nous continuerons jusqu'à ce que vous vous retiriez complètement. Commandant de guerre, nous ne souhaitons pas poursuivre ce conflit. Nous n'avons aucun grief contre l'Empire catharine. Nous avons un grief contre les pillards qui ont tué nos civils. Ces pillards sont morts. Vos satellites les ont anéantis. Certes, mais le problème de fond demeure.
L'application des règles d'engagement est essentielle pour que cela ne se reproduise plus jamais. L'amiral Lou se pencha légèrement en avant. Nous proposons que l'Empire Qatar reconnaisse officiellement l'attaque, participe à un processus de vérité et de réconciliation concernant les victimes civiles, et collabore avec le Conseil afin de garantir une chaîne de commandement appropriée pour les forces militaires. Trog sentit ses écailles rougir de honte. Vous voulez que nous admettions notre échec devant tout le Conseil. Nous voulons que vous reconnaissiez la réalité. Votre empire a perdu le contrôle d'éléments dissidents. Ils ont commis des crimes de guerre. Vous devez l'assumer et y remédier. L'expression de l'amiral Lou s'adoucit légèrement. Commandant de guerre, l'humanité ne souhaite pas humilier l'Empire Qatar. Nous voulons nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais, ni pour nous, ni pour personne. Et si nous refusons, nous continuerons à affaiblir vos capacités militaires jusqu'à ce que votre gouvernement accepte de négocier. Nous pouvons le faire pendant des mois, commandant. Des années s'il le faut. Nous nous entraînons depuis plus longtemps que votre empire n'existe. Elle marqua une pause, où vous pouvez vous adresser à l'ambassadeur Chen et au Conseil dès aujourd'hui. Acceptons des conditions raisonnables et nous en finirons tous. À vous de choisir. Throg contempla son dispositif tactique, les flottes méthodiquement neutralisées. Il admirait la précision chirurgicale des opérations humaines, l'incapacité totale des Catars à les contrer. « Je vais en parler au Conseil, dit-il. Bon choix. Amiral Lou, terminé. » Tandis que la situation militaire se stabilisait, Veltros et Krix, plongés dans les archives, tentaient de comprendre comment ils avaient pu se tromper à ce point. Les dossiers se dressaient un tableau terrifiant. L'humanité pré-contingent avait été brutale. Elle avait mené des guerres qui avaient tant et fait des millions de morts. Elle avait développé des armes capables de stériliser des planètes. Ils avaient tant et frôlé l'autodestruction à plusieurs reprises. Mais les archives révélaient aussi autre chose. Les humains étudiaient la guerre comme un art. Leurs armées fonctionnaient depuis des siècles. Ils rédigeaient des ouvrages analysant chaque bataille livrée, tirant des leçons de chaque victoire et de chaque défaite. Ils créaient des jeux pour enseigner les tactiques. Ils racontaient des histoires glorifiant les guerriers, tout en montrant le coût de la guerre. Ils se souviennent, dit Crick en lisant une analyse tactique. Toutes les espèces oubliaient. Nous connaissons la paix pendant quelques générations, et nous oublions comment combattre. Les humains, eux, n'ont jamais oublié. Ils ont simplement cessé de le faire. Beltros regarda son jeune assistant. Comment sais-tu qu'ils ont cessé? Peut-être ont-ils simplement cessé là où nous pouvions les voir. Ils ont trouvé des preuves étayant cette théorie. Les divertissements humains étaient imprégnés de guerre. Leurs films montraient des batailles épiques. Leurs jeux simulaient des combats. Leurs livres racontaient des histoires de soldats et de stratégies. Chaque enfant a grandi avec ses récits, ses leçons, ses rappels. C'est la mémoire culturelle. Les Belts l'avaient compris. Ils s'assuraient que chaque génération comprenne ce qu'était la guerre, son coût et comment la mener. Au cas où. Au cas où, répétait Krix. Au cas où, ils devraient redevenir des loups. Un message parvint à Veltros. Il provenait de l'ambassadrice Chen qui demandait une rencontre privée. Il accepta et elle arriva dans l'heure. Sarah paraissait fatiguée. Des cernes d'Agnus apparurent sans sous ses yeux, ce qui n'était pas le cas auparavant. Assise en face de Veltros, elle le fixa longuement avant de prendre la parole. Premier conseil, je vous dois des explications. Vous devez plusieurs explications au conseil. Ambassadeur. D'accord. Sarah esquissa un sourire. Voulez-vous savoir pourquoi je me suis porté volontaire pour ce poste? Veltros claqua des mandibules en signe d'approbation. Ma grand-mère était une soldate de la paix pendant les guerres des ressources. C'est ainsi que nous appelions les conflits qui ont presque détruit la Terre à la fin du XXIe siècle. Des luttes pour l'eau, pour les minéraux rares, pour les terres, car le changement climatique avait rendu certaines régions inhabitables. La voix de Sarah était douce. Elle a passé 40 ans à négocier la paix, à élaborer des accords, à créer des systèmes permettant de résoudre les conflits sans s'entretuer. Elle semble remarquable. Elle l'était. Et elle m'a appris une chose importante. La paix n'est pas innée. Elle se construit.
elle s'entretient. Elle exige des efforts, de la volonté et une attention constante. Sarah regarda ses mains. Lorsque nous avons détecté votre sonde d'observation, les gouvernements terriens ont eu le choix. Nous pouvions vous montrer ce que nous étions réellement. Des guerriers qui avaient enfin compris la leçon, ou vous montrer ce que nous aspirions à devenir. Une espèce pacifique, digne de rejoindre la galaxie. Vous avez donc menti. Non, répondit Sarah fermement. Nous sommes devenus ce que nous vous avons montré. Chaque humain qui a intégré le corps diplomatique était sincère. Chaque traité de paix que nous avons signé était authentique. Chaque compromis que nous avons fait était sincère. Nous n'avons pas menti sur notre désir de paix. Nous avons simplement omis de mentionner que nous étions aussi extrêmement efficaces à la guerre. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir été honnête? Sarah rit, mais son rire était triste, car vous étiez terrifiés par nous, Conseil premier. Votre sonde tremblait, et nous avons compris que si nous nous présentions au premier contact en montrant les dents, vous ne nous feriez jamais confiance. Vous nous avez toujours vus comme l'espèce dangereuse, celle qu'il faut surveiller, celle qu'il faut craindre. Au lieu de cela, vous vous êtes cachés. Au lieu de cela, nous avons bâti la confiance. Pendant 150 ans, nous avons prouvé que nous pouvions être de bons voisins, de bons alliés, de bons amis. Sarah croisa son regard. Et nous l'étions, nous le sommes, c'est réel. Conseil premier. Notre amitié avec le Conseil, notre engagement pour la paix, tout cela est réel. Mais vous avez des dents, oui. Et maintenant, tout le monde le sait. Et je suis désolé. Je suis désolé que nous ayons dû vous le montrer ainsi. La voix de Sarah se brisa légèrement. Nous voulions vous protéger de la réalité, de ce que l'humanité a de pire, celle qui sait faire la guerre. Votre grand-mère serait fière, dit Beltrot doucement. Vous avez maintenu la paix aussi longtemps que possible. Elle serait déçue que nous ayons dû montrer les dents. Sarah se leva. Le commandant de guerre Troc est prêt à négocier. L'Empire Qatar reconnaîtra officiellement les faits et participera à un processus de réconciliation. Cela convient-il au Conseil? Oui. Oui, je crois que nous pouvons travailler avec ça. Bien. Alors je rappelle les flottes, la plupart, en tout cas. Quelques-unes resteront visibles, à titre de rappel. Un rappel que l'humanité a des dents. Un rappel qu'elle choisit de ne pas s'en servir. Sarah corrigea « Il y a une différence, Conseil premier. Il y en a toujours eu une. » Après son départ, Veltro resta seul dans son bureau. Krix le trouva là 1 heure plus tard, les yeux rivés sur les positions de la flotte humaine affichées sur son écran. « Conseil premier, comment allez-vous » Je réfléchis, Krix, à la peur et au respect, à la façon dont nous avons confondu faiblesse et paix. Beltros se tourna vers son aide. Nous avons vu ce que nous voulions voir. Les humains nous ont menés. Et peut-être était-ce bien de leur part. Peut-être était-ce de la manipulation. Peut-être les deux. Que faisons-nous maintenant? Maintenant. Veltro regarda de nouveau l'écran. Maintenant, nous travaillons avec la vérité. L'humanité est pacifique par choix, non par obligation. Elle est notre amie par générosité, non par besoin, et c'est peut-être ce qui fait d'elle notre meilleure alliée, car elle pourrait nous anéantir, mais elle ne le fera pas, parce qu'ils sont assez forts pour choisir la clémence, dit Beltro, et assez sages pour savoir que la force sans retenue n'est qu'une autre forme de faiblesse. Sur Terre, dans un petit appartement de Genève, une vieille dame regardait le journal télévisé. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce que le Conseil appelait désormais la révélation. La galaxie s'était adaptée, non sans difficulté. Les routes commerciales avaient été redessinées. Les accords de défense avaient été renégociés. Chaque espèce dut repenser ce que signifiait réellement avoir l'humanité pour voisine. La salle du Conseil avait elle aussi changé. Un nouveau poste avait fait son apparition dans la structure organisationnelle, celui de gardien de la paix en dernier recours. Il était occupé par un seul fauteuil, celui de l'ambassadrice Sarah Chen. Elle y était assise à cet instant précis,
écoutant un différend entre deux espèces mineures au sujet des droits de pêche dans un océan partagé. C'était le genre de petit conflit qui prenait autrefois des mois à résoudre. Désormais, conscients que l'humanité les observait, les deux parties faisaient une preuve d'une remarquable raison. Nous proposons une rotation saisonnière, suggéra le représentant du Coran. 6 mois pour chaque espèce, avec des stations de surveillance partagées pour garantir le respect des règles. C'est acceptable, concéda le diplomate Telmari. Ses tentacules se contractèrent, signe d'une approbation réticente. Nous pouvons travailler avec ça. Veltro claqua des mandibules en signe d'approbation. Excellent. Ce différend est réglé. Ambassadeur Chen, avez-vous des inquiétudes? Sarah sourit. Aucune, premier conseil. Je suis ravi de voir des solutions aussi pragmatiques. Elle était sincèrement satisfaite. C'était ainsi que les choses étaient censées se passer. La menace de la force incitait chacun à faire des compromis. La paix par la dissuasion. Elle détestait que cela nécessite le recours à la menace, mais elle ne pouvait nier son efficacité. Après la séance, plusieurs représentants l'approchèrent. C'était devenu courant. Les espèces souhaitaient des conseillers militaires humains, non pas pour concevoir des armes ou planifier des conquêtes, mais pour apprendre ce que les humains appelaient la retenue stratégique. L'ambassadeur Chen, un amiral delphinien, s'approcha et s'inclina respectueusement avec 2 de ses tentacules. Mon gouvernement m'a autorisé à solliciter l'aide humaine pour le programme de notre Académie de défense. Nous souhaitons apprendre vos méthodes. Quake. Quelle méthode précisément, amiral? Comment devenir suffisamment fort pour que personne ne vous provoque? Comment maintenir vos capacités sans devenir agressif? Comment... Le delphinien marqua une pause, pesant ses mots. Comment avoir des dents sans mordre? Sarah ressentit une douce chaleur dans sa poitrine. C'était ce qu'ils espéraient. Je vous mettrai en contact avec notre corps d'éducation militaire. Ils ont des programmes conçus précisément pour cela. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et je tenais à vous dire personnellement que je comprends maintenant ce qu'a fait votre peuple. Dissimuler sa force pour que nous ne le craignions pas. C'était une preuve de bonté, nous en étions convaincus. Tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être pas. Mais vous nous avez offert 150 ans de paix véritable. Et lorsque cette paix a été violée, vous l'avez rétablie sans effusion de sang inutile. Cela témoigne de votre caractère, ambassadeur. Cela révèle la véritable nature de l'humanité. Après le départ du Delphinien, le commandant de guerre Troc s'approcha. Le Qatar avait changé en 6 mois. Il était plus calme, plus réfléchi. Le processus de vérité et de réconciliation avait été éprouvant pour son peuple, l'obligeant à reconnaître les failles de sa structure de commandement militaire. Mais il en était ressorti plus fort. Ambassadeur Chine, je tenais à vous informer que les recommandations finales de la commission de réconciliation ont été approuvées. Qataria met en place de nouveaux protocoles de supervision pour toutes les opérations militaires. C'est une excellente nouvelle, commandant. C'était nécessaire. Nous avons été négligents et arrogants. Nous avons laissé des éléments incontrôlés agir, car nous pensions que personne n'oserait nous défier. Le visage de Troc s'assombrit, prenant une teinte plus grave. Votre peuple nous a appris l'humilité. C'est un don rare de la part d'un conquérant. Nous ne sommes pas des conquérants, commandant. Non, vous êtes quelque chose de plus dangereux. Vous êtes des enseignants. Vous nous obligez à nous regarder en face et à nous demander si nous sommes à la hauteur de nos propres idéaux. Il esquissa un sourire qui ressemblait à celui d'un ctère. Mon gouvernement souhaiterait inviter des observateurs humains dans nos installations militaires. Nous souhaitons apprendre vos méthodes d'entraînement pour former des guerriers qui savent se maîtriser. Je m'en occuperai, commandant. Merci d'avoir assumé la responsabilité d'avoir choisi la voie la plus difficile. Troc acquiesça et partit. Sarah resta un instant seule, observant les différentes espèces se côtoyer dans la pièce. Ils se montraient plus respectueux l'un envers l'autre, plus prudents, plus conscients des conséquences de la violence. Était-ce la paix ou simplement une peur mieux maîtrisée? Elle n'en savait rien. Ce soir-là, Sarah dîna avec Veltro dans l'un des salons d'observation de la station. C'était devenu une tradition, ces repas informels,
où il parlait de tout sauf de politique. Ce soir, malgré tout, la politique s'est invitée au débat. Le Conseil votera la semaine prochaine sur la structure officielle de votre nouveau rôle, annonça Veltro en picorant sa nourriture. On a discuté du nom à lui donner. Certains proposent une force de sécurité, d'autres une division de maintien de l'ordre. Qu'en pensez-vous? Demanda Sarah. Je pense, répondit-elle prudemment, qu'il faut l'appeler par son nom. L'humanité est devenue la figure d'autorité, l'espèce vers laquelle les autres se tournent lorsque la situation devient dangereuse. Non pas parce que vous êtes plus évolué ou plus vertueux, mais parce que vous vous souvenez de ce qu'est la véritable violence et que vous avez choisi de l'empêcher. C'est un lourd fardeau. Oui, je me suis demandé s'il était juste de le faire peser sur votre espèce. Vous êtes venus à nous chercher l'amitié et nous avons fait de vous nos gardiens. Sarah resta silencieuse un instant, le regard perdu dans les étoiles. Tu sais ce que disait ma grand-mère? Les forts ont une responsabilité envers les faibles. Non pas pour les dominer, non pas pour les contrôler, mais pour les protéger de ceux qui le voudraient. Ta grand-mère semble très sage. Elle l'était. Elle a traversé l'enfer pour bâtir un monde meilleur. Et elle m'a appris que la paix n'est pas l'absence de force, mais le choix de ne pas y recourir. Sarah se tourna vers Veltros. Oui, c'est un poids, mais nous le porterons, car c'est ce que font les amis. Des amis, répéta Veltros. Même après nous être trompés sur ton compte. Même après avoir envisagé le pire et le meilleur à la fois. Surtout à ce moment-là. Tu nous as vus sous notre pire jour dans ces vieux dossiers. Tu as vu de quoi nous étions capables. Et vous nous avez quand même donné une chance d'établir un premier contact. Vous auriez pu simplement éviter la Terre, nous considérer comme dangereux et nous laisser tranquilles. Mais vous avez cru en nous. Avions-nous raison d'y croire? Sarah sourit. Nous sommes toujours là, n'est-ce que pas? Nous continuons à dialoguer au lieu de nous battre. Nous continuons à construire au lieu de détruire. Je dirais que vous aviez raison. Ils terminèrent leur dîner dans un silence agréable. Deux êtres très différents qui avaient appris à se comprendre. Alors que Sarah s'apprêtait à partir, Beltrot l'arrêta d'une question. « Ambassadeur, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. »« Vous arrive-t-il d'en être amer? D'avoir dû cacher votre véritable nature si longtemps? De voir des humains passer pour faibles alors que vous connaissiez la vérité ?» Sarah y réfléchissait parfois. Mais ensuite, je pense à l'alternative. Si, lors du premier contact, nous nous étions présentés avec toutes nos armes déployées, toute notre puissance militaire étalée au grand jour, comment cette conversation se serait-elle déroulée? Mal, j'imagine. Nous aurions probablement eu la paix. Mais cela aurait été une paix forgée par la peur. Vous auriez accepté les choses par crainte de ne pas les accepter. Chaque traité, chaque accord, chaque amitié aurait été entaché par cette peur. Sarah le regarda droit dans les yeux. C'est ainsi que nous avons d'abord bâti de véritables relations, une confiance véritable. Et quand vous avez enfin vu les dents, vous connaissiez déjà notre nature. Vous saviez que nous avions choisi de ne pas mordre. C'est une pensée remarquablement stratégique. C'est une pensée remarquablement humaine. Nous avons toujours été doués pour la planification à long terme, surtout en matière de guerre, sourit Sarah. Et oui, nous considérons la diplomatie comme une forme de guerre, simplement avec des mots au lieu d'armes. Plus tard dans la nuit, Sarah retourna dans ses quartiers et activa sa console de communication. Un visage familier apparut à l'écran, celui de sa fille, maintenant âgée de 8 ans, rayonnante de joie. « Maman, je t'ai vue aux infos. Tu parlais à ces extraterrestres au corps scintillant. »« Salut ma chérie. Oui, c'était moi qui parlais au Verex. Comment s'est passée ta journée à l'école? »« Bien, on a étudié la guerre des ressources aujourd'hui, » a dit la maîtresse. L'arrière-grand-mère a contribué à les éradiquer. « C'est vrai ?» Le cœur de Sarah se serra. « Oui, ma chérie, ton arrière-arrière-grand-mère était une femme très courageuse qui a œuvré sans relâche pour la paix.
La maîtresse a aussi dit qu'il fallait être prête à se battre, mais qu'on ne devait jamais en avoir envie. Elle a dit que c'est ça, être humain, maintenant. C'est vrai aussi? Oui, ma puce, c'est tout à fait ça. Il faut être assez fort pour protéger les gens, mais assez gentil pour ne blesser personne. Le visage de sa fille se crispa, pensive. Ça a l'air difficile. C'est difficile, c'est même le plus difficile, mais c'est important. C'est pour ça que tu as dû montrer à tout le monde les choses effrayantes, pour qu'ils sachent qu'on peut les protéger. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa fille comprenait. Cet enfant de 8 ans comprenait ce qui posait encore problème à certains membres du conseil. Oui, ma chérie, exactement. Parfois, il faut montrer les dents pour qu'on ne nous provoque pas. On est toujours gentil, toujours, ma puce. Toujours. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous avons choisi d'être. D'accord. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon amour. Tellement. Après avoir raccroché, Sarah resta à sa fenêtre, le regard perdu au loin, contemplant les vaisseaux de la flotte humaine. Ils avaient quand même changé. Ils ne cherchaient plus à ressembler à des vaisseaux civils. Leur véritable nature était désormais visible. Leur système d'armes affichait clairement des configurations militaires. Mais autre chose était également perceptible. Chaque navire arborait sur sa coque le symbole diplomatique fondamental de Hut. L'humanité, un rameau d'olivier et un bouclier entrelacé, une promesse et une protection. Choisir la paix, mais être prêt à la guerre. Voilà ce qu'était devenu l'humanité. Ni conquérant, ni pacifiste, mais quelque chose entre les deux. Quelque chose.